Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un format long sur la thématique des chiens de catégorie. On va notamment détailler ensemble la législation qui les concerne, quels sont les chiens concernés, quelles sont les procédures à réaliser, quelles sont les contraintes lorsqu'on détient un chien de catégorie. On va essayer de faire une vidéo relativement exhaustive sur l'ensemble de ces sujets. Pour commencer, il est important de comprendre que cette législation, elle concerne de façon plus générale tous les chiens susceptibles d'être dangereux. On retrouvera notamment 3 grandes catégories de chiens susceptibles d'être dangereux. Première catégorie, il s'agit des chiens mordeurs, des chiens qui ont mordu quelqu'un et qui ont fait l'objet d'un suivi administratif comme le veut normalement la réglementation. En cas de morsure, il faut savoir qu'en tant que propriétaire de chien, vous êtes dans l'obligation de déclarer cette morsure à la mairie de votre commune de résidence. Parallèlement à ça, vous devez mettre en place ce que l'on appelle un suivi sanitaire, constitué de 3 visites chez votre vétérinaire qui va s'assurer de l'état sanitaire de votre chien. Ces 3 visites, elles se font dans un délai total de 15 jours. On a une première visite dans un délai de 24 heures, une deuxième visite dans un délai de 7 jours, et puis enfin une troisième visite au bout de 15 jours. Et dans ce même délai de 15 jours, vous devez réaliser parallèlement à ce suivi sanitaire une évaluation comportementale par un vétérinaire évaluateur inscrit sur la liste des vétérinaires de votre département. Ce vétérinaire évaluateur ne peut pas être votre vétérinaire habituel, ça ne peut pas être le vétérinaire qui vous suit d'habitude, vous devez consulter un vétérinaire externe. L'objet de cette évaluation comportementale, c'est d'évaluer le niveau de dangerosité que représente le chien mordeur en question, et ce chien va être évalué d'un niveau compris entre 1 et 4. À 1, le chien est pas plus dangereux qu'un chien. On dit que le chien ne présente pas plus de risques que ceux inhérents à l'espèce canine. Ça veut dire que votre chien ne représente pas plus de risques que n'importe quel autre chien. À 4, votre chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes et dans certaines situations. Vous avez donc compris qu'il s'agissait d'une gradation de 1 à 4. À la suite de cette évaluation comportementale, le vétérinaire va formuler un compte-rendu avec notamment des recommandations et effectivement, le maire ou par défaut le préfet peut être amené à vous mettre en demeure de respecter ses obligations, à savoir la mise en place de la muselière ou encore de la laisse obligatoire dans l'espace public par exemple. Deuxième catégorie de chiens susceptibles d'être concernés, il s'agit de tout chien désigné par le maire ou à défaut par le préfet. C'est-à-dire que, en général, très concrètement, ça se fait à la suite d'un signalement. Vous avez effectivement à plusieurs reprises un chien qui divague dans l'espace public ou qui fait peur à des riverains, ou ces riverains signalent à la mairie votre chien et le maire vous demande de faire évaluer votre chien par un vétérinaire évaluateur. À nouveau, le vétérinaire, même mission, va évaluer le niveau de dangerosité de votre chien d'un niveau compris entre 1 et 4. À la suite de cette évaluation, le maire ou à défaut le préfet peut vous mettre en demeure de respecter un certain nombre de mesures restrictives, port de la laisse ou encore de la muselière obligatoire par exemple. Et puis enfin, troisième et dernière catégorie, c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les chiens qu'on dit les chiens catégorisés. Alors les chiens qu'on appelle chiens de catégorie sont des chiens qui ont été désignés par des textes précis comme appartenant à la première catégorie, c'est-à-dire des chiens d'attaque, ou à la deuxième catégorie, des chiens de défense. Alors on va voir, cette terminologie, en réalité, elle n'est pas très adaptée, puisqu'en réalité, il s'agit souvent des mêmes chiens. Les uns sont porteurs tout simplement d'un pédigré, ils détiennent un livre des origines, c'est-à-dire qu'on a une traçabilité de leur génétique, quand les autres ne sont pas inscrits à un livre des origines, et donc on n'a pas de traçabilité de leur génétique, mais en général, il s'agit à peu près des mêmes chiens quand même. Chiens de première catégorie et de deuxième catégorie, c'est effectivement des mesures qui ont été prises dans un premier temps par la loi du 6 janvier 1999, qui ont été renforcées par la loi ensuite du 15 novembre 2001, et puis enfin par la loi du 20 juin 2008, relative justement à ces questions de catégorisation. On va rentrer dans le détail ensemble. Chiens de première catégorie et de deuxième catégorie, vous allez voir qu'on a une définition précise de la typologie des chiens concernés et des mesures finalement réglementaires que vous devrez respecter
fonction de la catégorie de votre chien. Donc vous l'avez compris, les chiens de première et de deuxième catégorie sont finalement reconnus de nature comme étant susceptibles de représenter un danger ou un risque pour les personnes ou pour les biens. Donc finalement, on retrouve concernés par cette législation et ces contraintes réglementaires des chiens qui ont mordu, des chiens qui ont été évalués comme étant dangereux par un vétérinaire suite à une demande du maire ou du préfet, et ces fameux chiens de catégorie inscrits en première ou en deuxième catégorie qui, eux, sans avoir mordu, sont reconnus de prime abord comme étant susceptibles de représenter un risque au regard de leur appartenance à une race ou à un type morphologique particulier. On va commencer ensemble par la deuxième catégorie. En deuxième catégorie, on retrouve notamment les American Staffordshire Terrier inscrits à un livre de généalogie. En général, il s'agit en France du LOF, qui détiennent donc un pédigré. Ces chiens sont inscrits donc en deuxième catégorie. En deuxième catégorie toujours, on retrouve les chiens appartenant à la race Tosa et disposant également d'une traçabilité au niveau de leur généalogie. Ils sont inscrits au LOF. Plus rare en France, il s'agit de molosses de grande taille, originaires du Japon, chiens de combat notamment pour la mafia au Japon, qui ont été également désignés par ces fameux textes de loi comme étant des chiens de catégorie. On retrouve ensuite des chiens de race Rottweiler détenant, pareil, une traçabilité de leur génétique au travers d'une inscription au LOF. Exception faite tout de même, les chiens appartenant au type morphologique Rottweiler mais n'étant pas inscrits à un livre des origines restent en deuxième catégorie. Le Rottweiler, lorsqu'il n'a pas d'inscription à un livre de généalogie, ne bascule pas en première catégorie, contrairement aux races précitées, à savoir l'Amstaff et le Tosa, qui eux, on va le voir tout de suite, basculent en première catégorie. En résumé, on retrouve donc dans la deuxième catégorie principalement des chiens inscrits au LOF appartenant à la race Tosa, à la race American Staffordshire Terrier, à la race Rottweiler ou correspondant à un type morphologique de Rottweiler sans avoir pour autant d'inscription au LOF. En première catégorie, on retrouve également des chiens présentant un type morphologique assimilable à l'American Staffordshire Terrier mais n'étant pas inscrit à un livre de généalogie. Donc à partir du moment où vous avez un chien qui va présenter toutes les caractéristiques morphologiques, et on reviendra sur ce point de détail important, toutes les caractéristiques morphologiques d'un American Staffordshire Terrier, alors il sera considéré comme étant de première catégorie s'il n'est pas inscrit au LOF. On retrouvera également dans cette même première catégorie les chiens présentant les caractéristiques morphologiques de la race Tosa qui ne sont pas inscrits à un livre de généalogie. Et puis enfin, on retrouvera les chiens présentant les caractéristiques morphologiques d'un mastif et n'étant pas inscrits au LOF à la race mastif. On appelle ça notamment des Boer Bulls, c'est-à-dire des chiens qui présentent toutes les caractéristiques morphologiques d'un mastif sans pour autant avoir de traçabilité génétique, d'inscription à un livre de généalogie. Ces Boer Bulls sont aussi en première catégorie. Avant d'aller plus loin sur la réglementation applicable à ces chiens de catégorie, il est important de comprendre comment fonctionne cette catégorisation. Cette catégorisation, elle est systématique et automatique à partir du moment où vous avez un chien qui est inscrit sur un livre de généalogie. Et donc si votre chien est inscrit au LOF en tant que Rottweiler, en tant que Tosa ou en tant qu'American Staffordshire Terrier, alors automatiquement votre chien sera classé comme appartenant à un chien de deuxième catégorie et vous serez donc dans l'obligation de vous mettre en conformité avec la législation en vigueur. En revanche, lorsqu'il s'agit de chiens de première catégorie, il y a deux possibilités. Première possibilité, lorsque vous enregistrez votre chien à l'ICAD auprès de votre vétérinaire, après l'avoir récupéré par X ou Y biais, après l'avoir acheté, après l'avoir adopté ou autre, votre chien jeune est inscrit sur ses papiers comme étant croisé American Staffordshire Terrier, auquel cas il peut être automatiquement désigné comme appartenant à un chien de première catégorie. Sinon, deuxième possibilité, vous adoptez un chien dans un refuge, dans une association, ou vous récupérez un chien à droite à gauche, qui va être marqué sur son passeport, sur sa documentation ICAD, comme étant croisé dog. Et là,
peu importe qui, le maire, une administration, la police municipale qui représente le maire, vous demande de passer ce qu'on appelle une diagnose. Alors une diagnose, c'est quoi? C'est un examen morphologique réalisé par un vétérinaire qui va déterminer si votre chien présente ou non les caractéristiques morphologiques de la race pour laquelle on l'attend. S'il s'agit d'un chien qui ressemble à un staff, on va par exemple regarder s'il présente toutes les caractéristiques morphologiques de la race, s'il s'agit bien d'un chien compris entre 18 et 40 kg, s'il fait la bonne hauteur au garrot, si on a bien une longueur de chanfrein équivalente à la longueur du crâne, etc., etc. Si on a bien un chien taillé en V, c'est-à-dire qui a les épaules plus larges que l'arrière-train, et s'il présente toutes ces caractéristiques, la conclusion de la diagnose, c'est que votre chien appartient bien à un type morphologique correspondant à un chien de première catégorie. Pareil s'il s'agit d'un chien de type Tosa ou de type Boerboel. C'est donc suite à cet examen vétérinaire, à cette diagnose, qu'on va catégoriser votre chien. Attention en revanche, si vous adoptez un chien et que, au moment de l'adoption, vous le déclarez comme étant croisé staff, ou que quelqu'un vous donne un chien qui, sur ses papiers, est marqué indiqué en croisé staff, alors de prime abord, on est bien d'accord, on l'a dit, il va être considéré, étant donné ce qui est déclaré sur ses papiers, comme étant de première catégorie. Vous avez pour autant toujours la possibilité d'aller réaliser une diagnose, mais cette fois-ci non pas avec pour objectif de démontrer que votre chien présente bien les caractéristiques morphologiques de la race, mais au contraire de marquer que malgré l'inscription sur ces documents d'identité, malgré le fait qu'on ait indiqué sur ces documents d'identité qu'il s'agissait d'un type Mastiff ou d'un type American Staffordshire Terrier, la diagnose va permettre de mettre en évidence, si c'est le cas, le fait que votre chien ne présente pas toutes les caractéristiques morphologiques d'un chien de première catégorie. Vous pouvez donc aujourd'hui, par exemple, être détenteur d'un chien de première catégorie et remettre en question cette catégorisation par une diagnose. Il suffit pour ça de faire réaliser cette diagnose par un vétérinaire et que le vétérinaire constate, et c'est des éléments qui sont purement factuels, il n'évalue pas le comportement de votre chien pour déterminer sa catégorisation, il évalue uniquement les caractéristiques morphologiques de votre chien pour déterminer si ça correspond ou non à un chien de première catégorie. Donc c'est ce qu'on appelle une diagnose et vous pouvez la réaliser même une fois que votre chien est inscrit en première catégorie si vous souhaitez, si vous pensez pouvoir remettre en question cette catégorisation. Alors qui peut détenir un chien de catégorie, qu'il soit de première ou de deuxième catégorie? Pour le coup, il s'agira de du même cadre légal qui va s'appliquer aux détenteurs. La réglementation à appliquer par la suite, notamment pour la circulation dans l'espace public, ne sera pas la même, mais pour ce qui est du détenteur, première et deuxième catégorie, vous avez les mêmes obligations. Pour être détenteur d'un chien de catégorie, tout d'abord, il faut être absolument majeur. Un mineur ne peut pas être détenteur d'un chien de première ou de deuxième catégorie. Ensuite, vous ne pouvez pas non plus être sous tutelle. C'est-à-dire que les majeurs sous tutelle n'ont pas le droit de détenir un chien de première ou de deuxième catégorie, sauf s'ils y ont été autorisés par le juge des tutelles. Ensuite, il faut que vous présentiez un casier judiciaire vierge, que vous n'ayez pas été condamné pour un crime ou pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement inscrit sur votre bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Et puis enfin, n'ont pas le droit de détenir des chiens de première ou deuxième catégorie les personnes à qui la garde d'un chien a été retirée par le passé, sauf si cette décision a été émise plus de 10 ans avant la demande de détention, auquel cas le maire peut, sous réserve de son appréciation, vous autoriser à détenir à nouveau un chien de première ou de deuxième catégorie. Si vous remplissez ces obligations légales, vous allez pouvoir vous poser la question de vous engager dans une démarche d'adoption, d'acquisition d'un chien de première ou deuxième catégorie. Alors on va y revenir un petit peu plus en détail parce qu'un chien de première catégorie, théoriquement, vous ne pouvez pas l'acquérir, mais on va y revenir un petit peu plus en détail. Pour avoir le droit de détenir un chien de catégorie, il faut que vous soyez détenteur de ce qu'on appelle un permis de détention. Alors le permis de détention, qu'est-ce que c'est très concrètement? Eh bien, ça prend la forme d'un arrêté municipal qui vous est délivré par la commune sur laquelle vous résidez. Donc c'est une autorisation qui vous est donnée par la mairie de votre commune de résidence à la suite de la présentation d'un dossier complet pour faire cette demande de permis. Ce dossier, il doit être constitué de différentes pièces. Pour commencer, vous devez absolument
avoir passé une formation. Il s'agit d'une formation d'aptitude à la détention d'un chien dangereux. Ça peut concerner d'ailleurs un chien de première ou deuxième catégorie ou, comme on l'a abordé précédemment, un chien mordeur. Le maire, par exemple, peut tout à fait vous demander de suivre une formation d'aptitude à la détention d'un chien dangereux si vous avez un chien qui a mordu par le passé et qu'il est évalué par le vétérinaire comme étant dangereux. Pour les chiens de première et de deuxième catégorie, que votre chien est mordu ou non, cette formation est strictement obligatoire. Il s'agit d'une formation de 7 heures qui est délivrée par un organisme agréé par la préfecture. Chez les Duchiens, par exemple, nous sommes agréés à délivrer l'attestation d'aptitude à la détention des chiens de catégorie par une formation de 7 heures réalisée dans nos locaux, dans les Yvelines. En plus de cette attestation d'aptitude à la détention d'un chien de catégorie, vous devez présenter d'autres pièces. Vous devez présenter notamment une assurance responsabilité civile spécifique pour la détention d'un chien de catégorie. Quand vous êtes propriétaire d'un chien non catégorisé, c'est votre responsabilité civile à vous qui couvre votre chien en cas de dégâts. Votre assurance responsabilité civile, elle est contenue dans votre assurance habitation et c'est donc elle qui couvre les dégâts que vous pouvez engendrer ou que votre chien est susceptible d'engendrer. S'il s'agit d'un chien de catégorie, vous devez prendre une assurance spécifique dédiée à la responsabilité civile de ce fameux chien de catégorie. Vous devez donc, lors de la présentation de ce dossier, de cette demande de permis de détention, présenter votre attestation d'assurance responsabilité civile pour votre chien de catégorie. Ensuite, vous devez également présenter les documents d'identification du chien puisque votre chien doit obligatoirement être identifié. Donc vous venez directement présenter le passeport de votre chien. Et d'ailleurs, ce sera nécessaire de se présenter également avec l'original du passeport de votre chien parce qu'il faudra notamment mentionner lors de la remise du permis de détention le numéro d'arrêté qui doit figurer dans la section divers du passeport de votre chien. Ensuite, vous devez présenter un justificatif de vaccination antirabique en cours de validité. Donc en même temps que vous présentez l'attestation de formation à l'aptitude pour la détention d'un chien de catégorie, vous présentez également le passeport de votre chien, mais également le certificat de vaccination antirabique ou le carnet de vaccination de votre chien pour prouver tout simplement que votre chien est bien vacciné contre la rage. Et puis pour les propriétaires de chiens de première catégorie, vous devez en plus de ces documents présenter un certificat de stérilisation puisque pour les chiens de première catégorie, que ce soit des chiens de type Amstaff, de type Tosa ou de type Boer Bull, la stérilisation est obligatoire tout aussi bien pour les mâles que pour les femelles. Donc finalement, en synthèse, vous avez un certain nombre de documents à réunir. On a dit l'attestation d'aptitude à la détention, c'est cette attestation de formation de 7 heures que vous passez avec un organisme agréé. Ensuite, une attestation d'assurance responsabilité civile dédiée spécifique aux chiens de catégorie. Ensuite, un certificat de vaccination antirabique pour votre chien. Ces documents d'identification, en l'occurrence son passeport, et un certificat de stérilisation pour les chiens de première catégorie. Une fois que vous avez rempli l'ensemble de ces obligations, vous avez fourni l'ensemble de ces documents, vous pouvez vous présenter à la mairie pour demander votre permis de détention. Il s'agira d'un permis de détention provisoire. Pourquoi ? Parce qu'il va manquer un dernier document. Le permis de détention, il faut savoir que contrairement à ce qu'on entend parfois, il est obligatoire dès le premier jour de détention du chien. Donc vous n'avez pas de délai. Contrairement à ce que parfois certaines personnes peuvent penser, vous n'avez pas de dérogation pour attendre les 8 mois, les 10 mois ou les 1 an de votre chien pour avoir un permis de détention. Le permis de détention, il est obligatoire dès le premier jour de détention de votre chien, c'est-à-dire que quand vous allez chercher un chiot Rottweiler à l'élevage par exemple, à 2 mois et demi, eh bien votre permis de détention, théoriquement, vous devez l'avoir dès le premier jour et donc fournir l'ensemble des éléments à votre mairie pour qu'ils puissent vous donner donc ce permis de détention provisoire. C'est un permis de détention provisoire qui va être valable jusqu'au 1 an du chien. Pourquoi jusqu'au 1 an ? Eh bien tout simplement parce que vous allez devoir, une fois que votre chien sera plus grand, une fois qu'il sera un peu plus mature d'un point de vue comportemental, le faire évaluer d'un point de vue comportemental par un vétérinaire inscrit sur la liste des vétérinaires évaluateurs de votre département.
Cette évaluation, elle doit être réalisée entre les 8 et les 12 mois du chien. Donc si vous adoptez un chiot, vous faites cette première démarche de demande de permis provisoire, puis cette seconde démarche de permis définitif une fois que vous avez réalisé cette évaluation comportementale de votre chien. Cette évaluation comportementale, réalisée entre les 8 et les 12 mois par un vétérinaire évaluateur, autre que votre vétérinaire habituel, va classer votre chien par son niveau de dangerosité entre 1 et 4, comme abordé en début de vidéo dans le cadre d'un chien qui a mordu ou d'un chien susceptible d'être dangereux désigné par le maire ou par le préfet. Et ça va permettre de déterminer si votre chien est pas plus dangereux que n'importe quel autre chien, auquel cas il sera classé en niveau 1, ou s'il est susceptible de représenter un niveau de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations, auquel cas il sera au niveau 4. Entre les deux, évidemment, vous avez une gradation de 1 à 4. Votre chien peut être évalué en niveau de dangerosité 1, 2, 3 ou 4. Si votre chien est évalué comme représentant un niveau de dangerosité particulier, à 2, à 3 ou à 4, le vétérinaire peut et généralement mettra en place un délai obligatoire de renouvellement de l'évaluation. Vous aurez un délai qui est variable, c'est parfois 12 mois, 8 mois ou 6 mois, délai dans lequel vous devez représenter votre chien à une évaluation comportementale pour vérifier l'évolution de son comportement, puisque bien évidemment, quand votre chien est évalué comme étant dangereux, l'objectif, c'est de mettre en place un travail de rééducation pour évidemment essayer de résorber au maximum cette problématique et cette dangerosité potentielle. Vous êtes maintenant propriétaire d'un chien de première ou deuxième catégorie, vous avez obtenu votre permis de détention par l'intermédiaire de la mairie de votre commune de résidence. Quelles sont vos obligations légales? Quelles sont les contraintes que vous allez devoir respecter au quotidien avec un chien de première ou de deuxième catégorie? Lorsqu'il s'agit d'un chien de deuxième catégorie, la réglementation est relativement simple, même si elle reste contraignante. Vous devez impérativement museler votre chien et le tenir en laisse dans l'ensemble des espaces publics ou des espaces ouverts au public. Vous avez pour autant le droit d'accéder à des parcs, d'accéder à des magasins ou d'accéder au transport à partir du moment où votre chien est muselé et tenu en laisse. Cette réglementation, elle s'applique dans tous les espaces publics, y compris en forêt, dans les champs, en promenade. Dès que vous sortez de votre domicile, votre chien doit être en laisse et muselé et vous devez être absolument, évidemment, en capacité de présenter votre permis de détention. En plus de ça, le chien doit impérativement être sorti par une personne majeure, donc un enfant mineur ne peut pas sortir un chien de catégorie, même si ce chien a bien été déclaré conformément à la réglementation. Pour les chiens de première catégorie, en revanche, la réglementation est beaucoup plus contraignante. Vous devez impérativement, dès que vous sortez de chez vous et que vous allez ou dans l'espace public ou dans un espace ouvert au public, mettre en place la laisse et la muselière, mais en réalité, les chiens de première catégorie sont interdits dans tous les espaces publics à l'exception de la voie publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez le droit d'aller dans aucun espace, qu'il soit privé ou public, à partir du moment où cet espace est ouvert au public, sauf s'il s'agit de la voie publique. Très concrètement, la voie publique, ce sont les routes, les chemins, les trottoirs. Donc vous avez le droit d'aller vous promener dans la rue avec un chien de première catégorie, si vous êtes détenteur d'un permis de détention, que votre chien est en laisse et qu'il est muselé. En revanche, vous n'avez pas le droit d'accéder aux lieux publics. Alors, c'est quoi les lieux publics? Ça va être un parc ouvert au public. Ça va être une exposition. Ça va être, je ne sais pas, un magasin, par exemple, un espace privé ouvert au public. Vous n'avez pas le droit non plus de rester stationné dans les parties communes des immeubles. C'est-à-dire que vous avez le droit de traverser un hall d'immeuble pour rentrer chez vous. Vous n'avez pas le droit de rester dans cet espace ouvert au public de façon permanente. Vous avez le droit d'y circuler, vous n'avez pas le droit de rester stationné dans cet espace ouvert au public. Donc pour le coup, c'est beaucoup plus contraignant puisque vous pouvez être évidemment mis en difficulté si vous avez besoin de vous rendre dans un magasin, dans un espace ouvert au public, à l'exception de la voie publique. Autre contrainte non négligeable, et c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête au moment où on adopte un chien de première
catégorie, un chien de première catégorie ne peut être ni vendu, ni cédé, ni donné, ni exporté, ni importé. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes propriétaire d'un chien de première catégorie, vous en resterez propriétaire ad vitam aeternam. Vous ne pouvez pas céder le chien à un tiers. Théoriquement, on n'est donc quasiment plus censé avoir de chiens de première catégorie, puisque cette législation date pour les premiers textes de 1999, et donc tous les chiens qui, à l'époque, étaient susceptibles d'être considérés comme de première catégorie, étant donné qu'ils ne peuvent être ni cédés, ni vendus, sont restés chez leurs propriétaires, et depuis 1999, il n'y en a plus. Et vu qu'on n'a pas le droit d'en céder de nouveau, théoriquement, on n'est plus censé avoir de chiens de première catégorie. Dans la réalité, c'est plus complexe. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve parfois avec des chiens qui sont soit donnés sous le manteau sans être identifiés, soit des chiens parfois dont on ne connaît pas le type morphologique, la race, avant d'arriver à maturité à l'âge adulte. Avec des chiens qui sont placés ou par des particuliers ou par des associations qui sont trouvés dans la rue chiots et qui seront catégorisés à l'âge adulte à la suite d'une diagnose parce qu'on s'aperçoit qu'ils appartiennent aux chiens de première catégorie parce qu'ils correspondent au type morphologique du Boer Bull, du Staff ou du Tosa. Donc dans la réalité, à partir du moment où vous êtes propriétaire d'un chien de première catégorie ou que votre chien est reconnu comme étant de première catégorie à la suite d'une diagnose, vous ne pouvez plus ni le céder ni le vendre, même si vous êtes contraint par un déménagement, par quelque contrainte familiale que ce soit. D'ailleurs, à titre d'information, une association de protection animale qui récupérerait en fourrière un chien de première catégorie ne pourra pas par la suite le faire adopter par un particulier, étant donné que cette même association n'est pas en droit ni de le céder, ni de le vendre, ni de le donner, ni de l'importer, ni de l'exporter du territoire. Donc en fait, ça constitue un réel point de blocage pour ces chiens de première catégorie. Et donc vous avez énormément d'associations qui ou sont très réticentes à l'idée de prendre ces chiens en charge, étant donné qu'elles ne pourront pas les placer. D'autres associations qui les prennent en charge un petit peu en sauvetage. Et puis des associations qui les prennent en charge avec pour objectif de faire passer des diagnoses quand c'est possible, afin de les faire sortir du champ d'application de la réglementation concernant les chiens de première catégorie. Voilà en somme une vidéo relativement exhaustive sur la réglementation applicable aux chiens de catégorie. On a donc abordé ensemble quels étaient les chiens concernés par cette réglementation, quelles étaient vos obligations légales pour obtenir un permis de détention, et puis enfin, quelles sont les mesures réglementaires et restrictives à respecter au quotidien pour être dans les clous vis-à-vis de la réglementation. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un maximum d'éclairage sur ce sujet. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on vous dit à bientôt pour d'autres sujets. Ciao!